Hey, salut à tous, c'est Anne Ambrose et bienvenue dans ce tout nouveau Big Pop Culture Time. Aujourd'hui, on va parler réseaux sociaux, photos et complexes. On va parler d'Instagram. Aujourd'hui, Instagram est un réseau social vraiment implanté dans le quotidien des jeunes. Il est même celui le plus utilisé par ces derniers, au coude à coude avec Snapchat. J'ai moi-même un compte Instagram, Adam-Bensoussan, que vous pouvez suivre. Alors je publie pas souvent de photos, mais en story, parfois je fais des petits sondages par rapport au sujet de vidéo, etc. si ça vous intéresse. Sinon, c'est pas très grave, hein. Mais alors que sur cette chaîne, on a déjà traité de YouTube et de Facebook, j'ai voulu aborder Instagram qui aujourd'hui cristallise un peu toutes les critiques qu'on fait aux réseaux sociaux. J'aimerais alors qu'on revienne comme d'habitude dans un premier temps sur l'histoire d'Instagram, comment ça a été créé, comment ça s'est développé, etc. Puis qu'on analyse son impact sur ses utilisateurs et sur la société actuelle. On commence donc avec l'histoire d'Instagram. En 2004, Kevin Systrom est un jeune étudiant en informatique de Stanford. Alors qu'il n'a pas encore fini ses études, il se fait remarquer par un certain Mark Zuckerberg, qui cherche du monde pour l'aider à porter son projet, Facebook. Kevin refuse, souhaitant continuer ses études et ne croyant pas la durabilité du réseau social. Après ses études, il travaille pour Google, puis rejoint une start-up appelée Nextstop. C'est à ce moment qu'il se met à développer durant son temps libre. Il crée alors Bourbon, une appli qui recherche des lieux de sortie, etc. En 2010, il convainc des investisseurs de donner 500 000 $ pour la développer. Avec son ami Mike Krieger, il développera alors Instagram, condensé d'Instant Camera et de Telegram. Le plus de l'application, ses filtres, qui permettent d'embellir n'importe quelle photo. Enfin, c'est comme ça que l'appli est vendue. Le thème de la photo tenait particulièrement à cœur Kevin Systrom, qui en était passionné et avait même présidé le club photo de son lycée. Après quelques tests fructueux, elle sort sur l'App Store le 6 octobre 2010, et c'est un carton. Au bout d'une semaine, il y avait déjà 100 000 utilisateurs. Beaucoup de gens chercheront à racheter Instagram pendant 2 ans, mais les offres seront toutes refusées. Jusqu'au 10 avril 2012, où nul autre que Facebook vient proposer plus d'1 milliard de $ sous forme d'actions. Offre considérée comme impossible à refuser pour une appli à l'époque. Sauf pour Snapchat, qui aura sûrement le droit à sa propre vidéo. Cela entraîne un changement des conditions générales d'utilisation qui permettait au réseau social d'utiliser les photos de ses utilisateurs pour ses pubs. Ce qui est éthiquement pas ouf et provoquera un tollé et donc ça sera vite modifié. Petit à petit, des nouvelles fonctionnalités arrivent, comme les boomerangs ou la possibilité de poster des photos au format paysage. En 2016, de gros changements sont opérés sur la plateforme, avec l'arrivée d'un nouveau logo, des stories et même la fin de la fiche chronologique des publications. Et même si la plupart de ses utilisateurs étaient quelque peu réfractaires à ces changements, aujourd'hui on peut dire qu'Instagram semble avoir fait les bons choix. Cela a permis au réseau social de véritablement s'implanter et de passer le milliard d'utilisateurs. Aujourd'hui, les deux fondateurs ont démissionné suite à des désaccords avec Mark Zuckerberg, mais je pense qu'Instagram va continuer à perdurer dans le temps. Maintenant qu'on a vu ensemble l'histoire d'Instagram, comment ça a été créé, j'aimerais qu'on aborde les failles psychologiques que le réseau social révèle. Effectivement, tous les psychologues s'accordent à dire que les réseaux sociaux, et en particulier Instagram, puisqu'il est celui le plus utilisé par les jeunes, ont vraiment une influence psychologique sur nous. Et là, vous vous attendez sûrement à ce que je vous fasse une leçon sur les dérives d'Instagram, la dépression que ça peut emmener, etc. Et je vais le faire. Mais pas tout de suite, car j'aimerais un peu nuancer ce propos, qui consisterait à voir les réseaux sociaux comme le mal ultime chez les jeunes. En même temps, en étant youtubeur, je me dois bien de les défendre un peu. Parce qu'au-delà du fait de pouvoir rester proche avec des amis, avoir des nouvelles, s'informer, etc., selon les psychologues, Instagram peut vraiment avoir un effet bénéfique d'un point de vue psychologique du coup. Effectivement, on le sait, les réseaux sociaux nous permettent d'être quelqu'un d'autre. Par exemple, sachez que dans la vraie vie, je suis pas du tout comme je suis dans mes vidéos ou même sur les réseaux sociaux, et ceux qui me connaissent vraiment pourront en témoigner en commentaire. Mais ça c'est juste normal, c'est un moyen de se protéger, sinon l'exposition serait trop grande et en cas de problème ça serait très compliqué à gérer. Mais je pense qu'on en reparlera une autre fois, que ce soit dans un live ou dans une vidéo un peu consacrée à ça. Bref, sur les réseaux sociaux, on joue tous un rôle, qu'on le veuille ou non. On choisit ce qu'on montre et ce qu'on montre pas. Et alors, il nous arrive très souvent de nous adresser à des gens qu'on ne connaît pas vraiment, puisqu'ils jouent eux aussi un rôle. Cette distance, qui est centrale dans la psychanalyse entre le psychologue et le patient, peut être la répétée.
puisqu'effectivement, un jeune pourrait se confier plus facilement à une personne qu'il ne connaît pas vraiment, etc., que si c'était à des proches. Après, ça veut pas dire que les réseaux sociaux comme Instagram remplacent un psy, hein, loin de là. Mais voilà, peut y avoir cette possibilité de se confier à des gens un peu lointains et qui sont pas vraiment importants, qui peuvent parfois soulager d'un poids. Bon, maintenant on va passer au côté un peu moins cool d'Instagram. Parce qu'effectivement, Instagram vend du rêve, comme je l'avais expliqué dans la vidéo sur Emma Cake-up. Et en plus, contrairement à d'autres réseaux sociaux comme Twitter, où c'est principalement écrit, ici ce sont des photos. Et du coup, ça brouille encore plus la frontière entre la réalité et le rêve, enfin la fiction, ce qui est vendu comme la vie parfaite par les influenceuses et les influenceurs. Je suis sûr que vous avez tous été au moins une fois envieux après une photo d'un influenceur ou d'une influenceuse de vacances qui avait l'air parfaite. Pourtant, cette photo ne reflète probablement pas la réalité. Et il suffit de suivre des comptes comme Beautifalls pour s'en rendre compte. Le compte comparant des photos prises de mannequins au naturel et sur leur Instagram. La différence est souvent flagrante. Mais quel est le problème avec le fait de vendre du rêve, me diriez-vous? Les films font pareil. Déjà, quand on va voir un film, on a beaucoup plus conscience que c'est faux. Sur Instagram, on est persuadé que ce sont des vraies personnes. Alors qu'en fait non, ça se rapprocherait limite plus d'acteurs que de vraies personnes. Des psychologues se sont même intéressés à ce qui se passait au niveau des hormones quand on allait sur Instagram, et c'est assez intéressant. Quand on fait quelque chose qui nous plaît, le cerveau sécrète une hormone qui s'appelle la dopamine. Vous l'avez peut-être déjà entendu, c'est l'hormone du plaisir. Ça peut être quand vous mangez du chocolat, ou dans d'autres circonstances que je n'étayerai pas dans cette vidéo. Sur Instagram, le cerveau croit voir des choses qui lui font des biens, et va donc chercher cette dopamine à travers les photos qu'il voit. Sauf que ça n'existe pas en réalité, et on n'arrivera jamais à ça. C'est comme quand on voit une vidéo des recettes parfaites par les comptes de cuisine très connus qui font des gâteaux super beaux. Et ça nous procure une sorte de plaisir, il y a plein de gens qui sont accros à ces vidéos, alors que pourtant, on fera jamais ces gâteaux. Et donc on permettra jamais au cerveau d'avoir assez de dopamine pour être satisfait, et donc le cerveau va toujours en redemander plus. Et donc c'est le même principe sur Instagram, et c'est pour ça qu'on retourne constamment sur Instagram, parce qu'on a besoin de cette petite dopamine. Par exemple, il y a une petite dose de dopamine probablement quand vous recevez un like ou quand vous recevez un message sur Instagram d'une personne que vous aimez bien. Surtout que quand les influenceurs ou même nous, on poste sur Instagram, c'est souvent quand il y a quelque chose d'exceptionnel. Et je trouve que ça entraîne une sorte de stigmatisation de l'ennui. Alors que, ironiquement, quand on va liker des posts Instagram, c'est souvent quand on s'ennuie. Il y a alors un antagonisme très fort entre ce qui nous est montré, donc des photos à chaque fois de quelque chose d'exceptionnel, d'un voyage, d'une sortie entre amis, etc. Et à la fois la situation dans laquelle on est au moment où on voit ces photos, qui sont très souvent quand on s'ennuie, quoi. Et ça peut entraîner une sorte de dépréciation, où on se dit « mince, ma vie elle est nulle comparée à eux ». Alors qu'en fait, c'est juste deux moments différents, et la personne qui a posté la photo super intéressante de vacances, à un moment, elle va aussi liker votre photo, qui sera une photo de vacances, et elle sera dans la même situation. Il y a une sorte de cercle vicieux qui s'auto-entretient de « mince, ma vie est nulle comparée à celle des autres », et chacun pense ça de l'autre en fait. Il y a des psychologues qui disent même que si Instagram a mis en avant les stories, etc., c'est aussi pour éviter justement que la plateforme devienne ce lieu où tout est trop parfait et qui ne plaise pas aux gens. Parce que si jamais on voit vraiment que trop parfait, comme si on était à Disneyland tous les jours, les gens en auraient marre de la supercherie et ils feraient de l'overdose. Alors il y a ces stories qui servent à paraître un peu plus naturelles, sans pour autant refléter la réalité du tout. Les influenceurs vous mentent aussi en story. Prenons mon Instagram par exemple. La dernière photo que j'ai postée, c'est au musée. On peut se dire, waouh, c'est un homme cultivé, il va au musée, etc. Enfin oui, je suis allé une fois au musée, c'est tout. Mais ça reflète pas du tout ce que je fais habituellement. J'ai pu aller même, ça se trouve, je suis même allé au musée juste pour prendre cette photo. Alors que je peux très bien aller au musée juste une fois prendre cette photo et m'ennuyer tout le restant de ma vie et avoir une vie nulle. Il y a un raccourci qui est fait par notre cerveau qui est d'assimiler les photos ou un compte Instagram d'une personne à sa vraie vie. Alors qu'en fait, pas du tout. Et c'est quelque chose qu'on fait inconsciemment. On est tous conscients que les réseaux sociaux, ça reflète pas la vraie vie. Mais inconsciemment, notre cerveau, à travers notamment la dopamine, pense que c'est vrai. En tout cas, ça m'intéresse de savoir, est-ce que vous utilisez Instagram? Déjà, est-ce que vous utilisez un compte privé? Est-ce que vous suivez des influenceurs? Parce que moi, c'est pas mon cas, et je vous avoue que je comprends pas vraiment ça. Alors, je comprends maintenant à travers la dopamine, mais c'est quelque chose que j'ai jamais ressenti l'envie de suivre des influenceurs, je trouve pas ça intéressant. Dites-moi ceux qui suivent des influenceurs, pourquoi vous suivez des influenceurs, que vous m'expliquiez, ça m'intéresse vraiment. Si sur Instagram, vous postez souvent des photos, ou est-ce que vous avez
déjà eu l'impression d'avoir une vie nulle et ennuyante après avoir vu une photo Instagram ou une story d'une célébrité ou même d'un de vos amis en vacances? Donc voilà, n'hésitez pas à me dire, ça m'intéresse vraiment énormément comme d'habitude. Vous le savez maintenant avec mes vidéos, je lis tous vos commentaires, je mets énormément de commentaires en avant, j'en like plein pour vous mettre en avant dès que c'est construit, et intéressant. N'hésitez pas à lâcher un énorme pouce bleu si la vidéo vous a plu et à vous abonner en mettant la cloche. C'est super important de mettre la cloche parce que YouTube n'envoie pas les notifications tout le temps déjà et en plus il ne le met pas tout le temps dans votre fil d'abonnement. Donc vraiment, pour être sûr de ne pas louper des vidéos, c'est mieux la cloche. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve normalement le dimanche prochain à 15 h. Pour l'instant, on reste au rythme d'une vidéo par semaine. On passera peut-être et probablement à une vidéo toutes les 2 semaines bientôt. Ciao!